Tac, tac, tac. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc vous êtes bien sur le webinaire sur les pompes à chaleur qui est organisé par l'ALEC West Essonne. Euh, je vais commencer par introduire ce webinaire en vous disant les consignes, comment ça va fonctionner. Je présenterai les intervenants, l'ordre du jour. Et puis ensuite, on ira dans le dur en regardant comment vont marcher les pompes à chaleur et comment vous pouvez en installer chez vous, qu'est-ce qu'il faut et tout ce genre de choses. Alors, j'attaque tout doucement. J'y vais doucement au départ hein, pour laisser tout le monde venir. Vous êtes 24 pour l'instant sur la présentation. On a une centaine d'inscrits, donc on va y aller doucement. Est-ce que vous pouvez m'assurer déjà que vous voyez bien mon écran? Comme vous voyez, normalement, si vous voyez bien l'écran, il y a les consignes du webinaire. Vous ne pouvez pas parler via microphone, c'est normal. Par contre, vous pouvez déposer des questions dans l'onglet questions-réponses. Cet onglet, il vous sera utile pour nous poser donc des questions auxquelles on répondra à la fin du webinaire. Et puis, s'il y a un problème technique, n'hésitez pas à nous le signaler via cet onglet. On vous enverra le diaporama du webinaire par mail, grâce au mail que vous inscrit, et le webinaire il sera publié sur notre chaîne YouTube. Donc pas d'inquiétude, si à un moment vous devez vous absenter, si vous n'avez pas tout écouté, que vous voulez revenir en arrière, vous inquiétez pas, la semaine prochaine on mettra le replay. Et donc s'il y a des questions, tout ça, vous pourrez revenir là-dessus. Et puis de toute façon, vous aurez toujours les contacts de notre structure pour revenir vers nous avec des questions plus précises s'il faut. Même si, comme je vous l'ai dit, on va y répondre à certaines à la fin du webinaire. Alors, les intervenants de ce webinaire, je vais déjà les remercier parce que ils travaillent en soirée pour animer ce webinaire, donc c'est très gentil à eux. Donc, tout d'abord, Céline Laruelle, qui est coordinatrice de programme chez l'ADEME, que vous connaissez tous certainement, mais que Céline aura l'occasion de représenter. Et Christophe Brunois, qui est chauffagiste, situé aux Essarts-le-Roi, donc dans le 78, euh, qui est donc chauffagiste, qui pose des pompes à chaleur, RR et RO. J'aurai l'occasion d'expliquer tout à l'heure ce que c'est une pompe à chaleur RR et RO. Et donc enfin moi, Sylvain Gulot, je suis conseiller France Rénov à l'ALEC West Essonne. Et puis je vais présenter dans 2 slides ce qu'est l'ALEC West Essonne. Certains ou certaines nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, je nous présenterai. Le contenu de ce webinaire, une petite coquille, ce n'est pas intervenant qu'on vous devez lire là, c'est hors du jour. Donc la présentation des différents intervenants, ça je viens de le faire. Ensuite, moi-même, j'expliquerai le fonctionnement d'une pompe à chaleur et les aides financières que vous pouvez débloquer pour ces pompes à chaleur. Il y a des financements qui peuvent être assez intéressants, donc il ne faudra pas hésiter à essayer de les débloquer. Euh, Ensuite, Céline nous parlera des performances réelles des pompes à chaleur RO en remplacement de chaudière. Il y a une étude qui a été faite par l'ADEME, donc on aura un peu ces résultats. Ça vous permettra de voir concrètement comment fonctionne une pompe à chaleur et quels peuvent être les résultats sur une maison. Ensuite, on ira dans quelque chose de plus concret encore, la mise en place d'une pompe à chaleur RR, qui sera présentée par Christophe. Et puis, on fera un petit enchaînement de questions-réponses. On devrait en avoir pour 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Je ne sais pas encore très bien, ça dépendra si vous avez beaucoup de questions. Mais on va être à peu près dans ces temps-là. Alors, je commence par le début, donc. L'enjeu et les missions. L'enjeu sur le bâtiment et pourquoi notre association existe. Euh, Notre association elle a pour but d'aider les collectivités à euh, résorber, à amoindrir la consommation énergétique des bâtiments qui sont sur leur territoire.
Notre association, c'est une association qui est loi 1901, qui est régie par une loi climat et résilience de 2021. Je vous passe les détails, mais notre association, elle est surtout dirigée par des élus locaux. Donc on est vraiment une animation locale de la politique locale. Euh, on a aujourd'hui 16 salariés qui s'occupent soit des collectivités, soit des communes, soit des particuliers. À ce titre, on a la mission d'Espace Conseil France Rénov'. C'est souvent comme ça que vous nous connaissez. Je vais détailler un peu plus ce que c'est ensuite. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs missions. Tout d'abord, le conseil aux particuliers. Le conseil aux particuliers, c'est surtout recevoir en rendez-vous des gens pour leur projet de rénovation. On prend 1 heure en général dans nos locaux ou dans les différentes permanences qu'on peut avoir que je vais présenter ensuite pour construire avec vous votre projet de rénovation, voir ce qui peut être fait, relire possiblement les devis que nous ramenez des artisans. Et donc voilà, l'objectif est vraiment de construire tout ça et puis de voir aussi comment ça peut être financé au niveau financier, aide financière, prêt à taux zéro, enfin il y a beaucoup de genres de choses. On est vraiment là pour vous renseigner là-dessus. Notre autre mission sur les particuliers, c'est aussi d'organiser des événements, comme celui là qui a lieu ce soir, pour sensibiliser les gens à la rénovation énergétique, leur faire comprendre comment ça fonctionne et, euh, et qu'ils puissent se lancer. On a aussi une mission de lien avec les professionnels de la rénovation énergétique, que ce soit les artisans, les banques ou les agences immobilières. Et enfin, on a aussi un service de lutte contre la précarité pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place de la rénovation énergétique. On essaye de faire des visites à domicile pour les aider, autant au niveau de réduction de l'énergie qu'au niveau social. Voilà pour les particuliers. Pour la copropriété, bon, je vais passer rapidement parce que c'est moins le cœur du sujet, mais on est à peu près sur le même format où on vient conseiller les copropriétés sur leur projet de rénovation, en leur indiquant ce qui peut être fait au niveau technique et ce qui peut être fait au niveau financier. Au niveau des collectivités, euh, on accompagne surtout les petites communes, mais de plus en plus les grosses communes, sur la rénovation de leurs bâtiments publics, euh, notamment les écoles, notamment les gymnases, pour voir comment on peut amoindrir la facture énergétique de la commune. Alors, chose importante, où est-ce qu'on agit? On agit principalement sur euh, le territoire de Paris-Saclay, où nos locaux sont à Orsay, sur le territoire du Pays de Limours et sur le territoire du Dourdanais. On a des permanences où vous pouvez prendre rendez-vous, qui sont à Orsay, Marcoussis, Verrières-le-Buisson, Épinay-sur-Orge, Limours, Brissou-Forges, Dourdan et Saint-Chéron. Vous pouvez prendre rendez-vous sur toutes ces communes pour votre projet de rénovation. Et point que je n'ai pas détaillé, mais qui est quand même très très important, c'est une mission de service public, ça veut dire que tout est entièrement gratuit, financé directement par les communautés de communes. Donc il y a pas de rapport d'argent entre le conseiller qui vous accompagne sur votre projet de rénovation et vous. Voilà. Un peu plus en détail sur le conseil aux particuliers, je vous l'ai dit, je repasse rapidement dessus, des événements de sensibilisation. On a aussi une permanence téléphonique qui est ouverte 4 jours sur 5. Donc si vous avez des questions rapides, pas forcément une grosse construction d'un projet, pas besoin de prendre un rendez-vous, on peut vous y répondre rapidement au téléphone. Donc ça, faut pas hésiter. On a aussi une boîte mail, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vous l'ai dit, on fait des études de projet en rendez-vous. Et on a aussi la possibilité de faire des bilans énergétiques à domicile pour des cas de rénovation globale, pour pouvoir vous donner une idée de la capacité thermique de votre maison et vers où on peut aller. C'est pas aussi précis qu'un audit énergétique, mais ça vous donne déjà une idée et ça peut vous rediriger possiblement vers un audit énergétique qui sera plus précis que ce qu'on fait nous. Voilà. Alors. Ça, c'était vraiment la présentation de nos services. Donc, faut pas hésiter à prendre rendez-vous si vous avez des questions. Je vous afficherai le numéro de téléphone à la fin. Et si besoin, il y a aussi possibilité de prendre rendez-vous directement sur notre site internet que je vous afficherai à la fin du webinaire.
Je vais donc, maintenant que pas mal de gens sont arrivés, commencer dans le cœur du sujet sur... alors, je vais juste m'assurer que vous pouvez bien poser des questions parce que j'en vois pas dans le chat. Je regarde. Tac, à tac. En attendant que vous découvriez... Bon, pas de questions pour l'instant. Je regarde dans la conversation. Bon, apparemment, vous pouvez chatter, donc c'est que ça fonctionne bien. Parfait. Merci à ceux qui, qui ont mis des petits bonjours. Donc, sur la pompe à chaleur, on commence par le début. Comment ça se compose une pompe à chaleur? Classiquement, là, ce qu'on vous a mis à l'écran, c'est une pompe à chaleur RO. RO, ça veut dire qu'elle va prendre de l'énergie à l'extérieur, dans l'air, pour venir la donner à votre réseau hydraulique. Hydraulique, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans, donc on appelle ça une pompe à chaleur RO. On rencontrera au cours du webinaire aussi des pompes à chaleur RR. Là, elles prennent toujours de l'énergie à l'extérieur de la maison. Par contre, elles ne viennent pas le donner dans un réseau hydraulique, mais plutôt par des éléments qui viennent souffler. C'est ce qu'on appelle souvent la climatisation. Ça fait autant l'air chaud que l'air froid. Là, donc, à l'écran, vous avez un exemple de pompe à chaleur RO avec un élément que vous connaissez tous, je pense, qui est l'unité extérieure. L'unité extérieure, je vais l'expliquer dans la slide suivante un peu plus, mais c'est grâce à cela qu'on va réussir à euh, aller prendre des calories à l'extérieur de la maison pour les mettre à l'intérieur. Cette unité extérieure est reliée à une unité intérieure où se passe le circuit frigorifique, le circuit où le fluide frigorigène va circuler. J'ai expliqué un peu plus après comment ça fonctionne. Une fois que l'unité intérieure a fait son schmilblick, elle vient transférer la chaleur à différents éléments. Ça peut être des radiateurs, ça peut être un plancher chauffant si vous en avez un, ça peut être aussi un ballon d'eau chaude. Là, on est dans le cas d'une pompe à chaleur RO, ça peut donner à tous ces éléments. Donc, si vous voulez installer une pompe à chaleur chez vous, il faut déjà vous dire qu'il y aura ces éléments-là qui seront présents. Ça ne sera pas tout à fait pareil qu'avec une chaudière à gaz ou une chaudière à fioul, parce qu'il y aura une unité extérieure en plus qui est à prendre en compte. On verra tout à l'heure comment ça peut être intéressant de l'installer. Voilà pour les éléments. Concrètement, comment ça fonctionne, une pompe à chaleur? Il y a un cycle à l'intérieur de la pompe à chaleur, un cycle du fluide frigorigène qui va permettre, grâce à des échanges thermiques et des changements d'état de ce fluide, de transférer de l'énergie qui est à l'extérieur du logement dans le logement. Comment ça fonctionne? On a 4 éléments qui sont très importants. L'évaporateur, le compresseur, le condensateur et le détendeur. Euh, le fluide frigorigène, il va circuler dans ces 4 éléments pour faire les 4 étapes qui vous sont affichées à l'écran. Quand il va réaliser ces 4 étapes, en changeant d'état, parce qu'il va changer d'état en réalisant ces 4 étapes, il va dégager de la chaleur. Il commence par rentrer au niveau liquide dans l'évaporateur. Ce fluide frigorigène, il a des caractéristiques assez spéciales qui lui permettent de changer d'état en contact avec une source froide, donc l'extérieur. Il va donc changer d'état dans l'évaporateur. Il va passer d'état liquide à l'état gazeux. Il passe dans les circuits. Il va se faire compresser pour être plus, pour être plus condensé, pour être à haute pression, pardon, je l'avais. Euh, une fois qu'il arrive dans le condenseur, il va changer d'état et c'est à ce moment-là, c'est au moment où il change d'état qu'il va dégager de la chaleur, et ensuite il va circuler vers le détendeur qui va le remettre à basse pression et il va pouvoir ensuite se rediriger vers l'évaporateur qui va lui permettre de, encore une fois, changer d'état. Ce cycle de fluide frigorigène, il a besoin d'électricité. Et donc une pompe à chaleur, ça c'est une chose importante qu'il y a à retenir, c'est que ça fonctionne à l'électricité et donc que ça consomme de l'électricité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base sur la question de la pompe à chaleur et des différents éléments. Là, j'ai fait une vue généraliste
pour que vous ayez une idée générale. On pourra revenir un peu plus dans le détail s'il y a des questions plus précises. Les termes techniques que vous pouvez voir souvent sur vos devis. Quand vous allez avoir un devis de pompe à chaleur, il va y avoir plusieurs termes techniques, notamment pour les pompes à chaleur qu'on va appeler RO, qui sont assez souvent installés. Vous avez déjà le COP, qui est le coefficient de performance, qui est le rapport entre l'énergie thermique produite en centrale et l'énergie électrique consommée, mesurée à un instant donné. À un instant donné, c'est que c'est plutôt mesuré en centrale avec des conditions qui sont fixes, c'est-à-dire une température extérieure qui est fixe. C'est un bon indicateur pour voir la performance de la pompe à chaleur. Par exemple, un COP de 4, ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité consommée, vous allez produire 4 kWh de chaleur. C'est intéressant, mais en général, on se fie plutôt au scope. Le scope, il est un peu plus réaliste que le COP parce qu'il vient prendre en compte toute la saison de chauffage. Et donc, il prend en compte les variations de température et donc on obtient des indicateurs qui sont un peu plus intéressants. Celui qui peut bien vous parler aussi, ça va être le rangement énergétique saisonnier, l'ETAS, où là, on va avoir un rendement, alors je vais rentrer dans un truc un peu plus complexe, qui n'est non plus en énergie primaire, mais qui est en énergie finale. C'est-à-dire l'énergie que vous consommez vous effectivement. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui est produite en centrale. L'énergie finale, c'est aussi l'énergie que vous payez, vous, sur votre facture, que vous voyez à la fin du mois. Donc l'ETAS, il est intéressant, il est en pourcentage, et il va ressembler un peu plus au rendement de la chaudière que vous pouvez avoir sur vos chaudières à gaz ou à fioul. C'est un peu plus intéressant. Et point important aussi, la puissance de la pompe à chaleur, puissance thermique, qui est indiquée en kilowattheure. On va revenir à peu près tout à l'heure sur le dimensionnement, mais la puissance thermique, c'est un point important à regarder qui doit être mis en fonction de votre logement, des mètres carrés que vous avez et de l'isolation que vous avez. Voilà, donc ça, c'est vraiment des critères qui sont à regarder. Si vous voulez avoir des avis sur les devis, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer pour qu'on puisse vous faire un retour là-dessus. Voilà. Ça, c'était donc les bases techniques. Au niveau des aides financières. Les aides financières, pour rappel, on a des guides sur les aides financières qu'on met constamment à jour parce que, bon, vous avez pu constater, ça bouge pas mal. Donc, on met à jour ces guides. Il ne faut pas hésiter à les regarder sur notre site. Au niveau des aides, le premier point à regarder, ce sont les catégories de revenus. Là, je vous affiche le barème de l'Île-de-France. Donc, s'il y a des gens sur ce webinaire qui sont hors Île-de-France ou qui veulent faire des travaux sur un logement qui est hors Île-de-France, ce barème-là ne sera pas juste. Le barème sur l'Île-de-France, on prend en compte deux choses. Tout d'abord, le nombre de personnes dans le logement. C'est bien le nombre de personnes dans le logement à prendre et non pas le nombre de parts. Donc il faut bien savoir combien de personnes vous avez dans votre logement. Et ensuite, votre revenu fiscal de référence, donc celui qui est affiché sur votre avis d'imposition, le dernier que vous avez. S'il y a deux personnes dans le logement qui ont deux avis d'imposition différents, il faut les additionner évidemment. Et ça vous permet de voir dans quelle catégorie vous êtes. Donc par exemple, si je suis deux dans mon logement et que j'ai un revenu fiscal de référence inférieur à 40 000 euros, mais supérieur à 36 000 euros, on va dire, je serai en revenu jaune. Donc voilà, donc c'est important de savoir dans quelle catégorie vous êtes pour pouvoir définir les aides que vous pouvez toucher. Tac. Sur les aides, tout d'abord, il y a MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est une aide qui est pour les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, hors catégorie rose. Donc catégorie rose, pour rappel, c'est les revenus élevés que vous avez là. Les aides, elles sont donc en fonction des revenus. Donc, plus vous êtes dans une catégorie haute, plus les aides vont être faibles ou nulles, comme pour les roses. Et c'est donc une aide forfaitaire qui est demandée avant travaux et qui est perçue après travaux. Pour la demander, il faut avoir un devis, évidemment, d'un artisan qui est RGE. Attention, en ce moment, vous ne pouvez pas faire de nouvelles demandes MaPrimeRénov'. Parce que il y a un blocage technique au niveau du lien entre le site de MaPrimeRénov' et le site des impôts. Voilà. Et il n'y aura pas de rétroactivité là-dessus.
C'est-à-dire que si vous faites une installation tout de suite et que vous ne faites pas l'aide parce que le site est fermé, malheureusement, vous ne pourrez pas refaire une demande après et après avoir installé la pompe à chaleur. Voilà, donc c'est quand même à prendre en compte. C'est fortement dommage. On espère que ça va être résolu rapidement. Voilà. Donc, je vous afficherai mon montant après, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Au niveau des aides financières, il y en a une autre qui sont les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est des aides qui vous sont données par des grosses entreprises comme Total, Engie, EDF. Euh, vous prenez le fournisseur que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre celui chez qui vous êtes client. À demander, en tout cas, ouvrir le compte avant de signer votre devis. C'est important. Euh, va être à peu près les mêmes critères que pour la prime rénov, avec un artisan qui est RGE. Euh, Point important, à partir du 1er septembre, on n'a pas encore tout à fait les décrets d'application et c'est encore un peu flou, mais ça sera à prendre en compte. Pour avoir la totalité de la prime, il faudra que le modèle de pompe à chaleur que vous installez remplisse des critères de qualité et de résilience industrielle. Voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant, mais il faudra donc que votre modèle de pompe à chaleur soit labellisé. Ça sera une question à poser à votre artisan au moment du devis. Sur les aides financières toujours, donc les montants. Les montants, donc vous voyez que pour ma prime rénov, ça varie en fonction des revenus. On peut avoir jusqu'à 5 000 euros d'aide avec une pompe à chaleur RO. Par contre, il n'y a pas d'aide sur la pompe à chaleur qu'on va appeler RR. RR, je vous l'ai dit, hein, c'est celle qui vient souffler de l'air directement dans le logement. Euh, je vous ai aussi mis les pompes à chaleur, les aides pour les pompes à chaleur en géothermie. On va moins en parler aujourd'hui, mais je vous les ai quand même mis si vous souhaitez installer une pompe à chaleur en géothermie. Pour les certificats d'économie d'énergie, il y a des montants qui sont variables euh, entre 2 000 et 6 000 euros. Euh, le montant, il varie en fonction des performances de la pompe à chaleur et des mètres carrés que vous avez. Ça peut même parfois, j'ai vu un cas tout à l'heure qui va au-delà de 6 000 euros. Donc voilà, on est sur des montants qui peuvent être assez intéressants. Et je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, les deux sont cumulables. Ma prime rénov et les certificats d'économie d'énergie. Vous avez un peu d'aide pour les pompes à chaleur RR, mais ce n'est pas des montants qui sont très intéressants. Et vous avez des aides en plus pour la pompe à chaleur en géothermie qui sont de 5 000 euros. Voilà, donc ces deux aides, pour rappel, les demander avant travaux, avec des devis non signés de préférence, notamment pour ouvrir le compte certificat d'économie d'énergie. Vous faites les demandes d'aide, vous attendez qu'ils acceptent la demande d'aide, et une fois que la demande d'aide est acceptée, vous pouvez commencer les travaux et leur envoyer la facture après travaux pour recevoir l'aide. Ça veut dire qu'il faut potentiellement avancer l'argent. Je vois qu'il y a une question sur le ballon thermodynamique. Je ne l'ai pas mis, mais de mémoire, on est sur un maximum d'aide de 900 euros, il me semble, sur le ballon thermodynamique avec ma prime rénov. Et je ne me rappelle plus pour les certificats d'économie d'énergie. Je vais aller regarder pendant que mes camarades interviennent sur leur partie. Euh, la TVA. La TVA sur les pompes à chaleur, pas que RR d'ailleurs, j'ai mis RR mais pas que RR. Aujourd'hui, sur les pompes à chaleur RR, la TVA elle est de 20% sur la fourniture de l'équipement et à 10% sur la main-d'œuvre. Tandis que sur les pompes à chaleur RO ou en géothermie, on est à 5,5 sur la TVA, sur la totalité de la prestation, équipement et main-d'œuvre. Euh, Là aussi, comme pour les C2E, dans la loi de finances, il y a une volonté de faire passer la TVA à 5,5 sur l'ensemble des pompes à chaleur RR. Un décret devait être publié le 1er avril. On n'en a pas encore vu la couleur. Donc pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos. Je vous l'ai quand même mis. Mais je n'ai pas d'infos plus précises là-dessus. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi si vous avez des questions. Je pense que j'aurai plus d'infos dans les semaines qui suivent. Voilà. Donc vous constatez quand même que sur les aides financières et sur la TVA, euh, c'est fortement poussé pour les pompes à chaleur qu'on va appeler RO ou en géothermie. Il y a peu d'aides sur les pompes à chaleur qui sont RR. La justification de l'État là-dessus, c'est que comme les pompes à chaleur RR, vous pouvez souvent faire de la climatisation avec, donc du froid, ça ne va pas forcément entraîner une économie d'énergie. Donc, il n'y a pas de financement là-dessus. C'est les raisons que nous sont données là-dessus. Voilà.
Et je conclus sur ma partie sur comment trouver un artisan. Comme je vous l'ai dit, pour obtenir les aides financières et les prêts, il faut faire appel à des artisans RGE. Euh, pour trouver les artisans RGE, vous avez un site, sur le site de francerénov.gouv.fr, il y a tous les artisans RGE qui sont autour de chez vous. Donc ça, c'est une bonne chose. On vous conseille de faire plusieurs devis pour comparer. Euh, Au niveau de comment trouver un artisan et quels critères prendre, un des critères qui me semble le plus important sur les pompes à chaleur, c'est déjà de prendre un artisan qui est pas loin de chez vous. C'est pas la peine de prendre un artisan qui est dans le sud de la France ou à Bordeaux, parce que, bon, déjà, il va y avoir beaucoup de déplacements, et puis il y a toujours quand même des questions de maintenance sur les pompes à chaleur, et donc c'est important d'avoir un artisan qui sera à côté, qui puisse vous faire une maintenance efficace. Et deuxième chose aussi, sur les pompes à chaleur, Céline va en parler juste après moi. Ce qui est important, c'est quand même le dimensionnement qui est très important. Donc un artisan qui vous fait un devis sans passer au logement ou qui ne vous pose pas assez de questions sur le logement, c'est suspect parce que s'il n'a pas assez d'informations, il ne pourra pas faire un bon dimensionnement et donc ça peut causer une mauvaise installation et pour vous une installation qui ne sera pas intéressante. Voilà. Donc c'est vraiment ces critères à avoir en tête. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez le moindre doute, la moindre question. Nous, on se fait un plaisir de vous répondre et de vous dire si les devis que vous nous envoyez sont cohérents ou si ça sent l'arnaque. Voilà. Je vais laisser la main à Céline sur la question des pompes à chaleur RO et des performances réelles. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ingénieure à l'ADEME, donc au service bâtiment. Je suis basée à Nice, donc voilà, dans le sud de la France. Mais normalement, c'est pas signe d'arnaque toujours. Enfin, j'espère. Mais donc, moi, je vais vous faire un point sur les performances réelles des pompes à chaleur, avec un focus particulier sur la pompe à chaleur RO dans la maison individuelle. C'est la principale, enfin ouais, le principal discours que je vais avoir. Tu peux passer, Sylvain. Donc, je vais être extrêmement rapide du coup sur les rappels puisque Sylvain vient de vous expliquer tout ça. Mais juste pour faire peut-être un petit topo un peu plus global sur les différents types de pompes à chaleur. Donc, effectivement, enfin, ce qui caractérise en fait une pompe à chaleur, c'est donc son système de captation, hein, là où elle va capter son énergie, et son système d'émission, hein. Donc, est-ce qu'elle va souffler de l'eau ou est-ce qu'elle va fabriquer de l'eau chaude? Donc, on a en fait des technologies qui sont extrêmement variées, avec des usages différents, hein. La pompe à chaleur, ça peut être dans le logement, ça peut être dans l'industrie, ça peut fabriquer de l'électricité, enfin voilà, ça peut faire plein de choses. Le principe, c'est voilà, d'aller chercher de l'air, enfin pardon, de l'énergie dans un milieu extérieur et de monter le niveau de température pour un usage donc soit industriel, soit dans le bâtiment. Et on a aussi du coup des marchés variés, hein, donc dans le bâtiment, dans l'industrie, pour alimenter un réseau de chaleur, etc. Et donc, du coup, on a aussi, comme on vient de vous l'expliquer, des niveaux d'aide différents et des aides et des points de vue sur les technologies qui peuvent être différents selon les technos. Tu peux passer. Alors là, pareil, pourquoi on dit qu'une pompe à chaleur, c'est une énergie renouvelable? Donc là, on vient aussi de vous l'expliquer. Le principe, c'est d'aller utiliser de l'énergie gratuite qu'on récupère dans le milieu naturel, de consommer un petit peu d'électricité pour ce fameux compresseur, et du coup, de restituer la totalité de la puissance au logement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'énergie renouvelable. Et donc je reprends les termes techniques. Qu'est-ce que ça veut dire une énergie renouvelable? Ça veut dire qu'on a un rendement, donc un scope là dans l'occurrence, qui est supérieur à 1. Tu peux passer.
Alors, un petit peu de contexte sur cette fameuse étude. Donc, en fait, l'ADEME a rédigé un avis. On vous mettra le lien vers toutes les données là, dans les slides qu'on va vous envoyer. Mais en fait, on a mené une campagne de mesures alors, pour répondre à plein de sujets, donc déjà un petit enjeu stratégique, hein, vous savez, l'enjeu stratégique de la politique en ce moment, avec bah, le contexte d'électrification des usages, hein. On a un plan d'électrification des usages qui devrait sortir le mois prochain, donc un gros focus qui est fait sur la pompe à chaleur. Une priorité politique, puisque ça fait quelques années que la pompe à chaleur fait partie des technologies qui essayent d'être aidées par le gouvernement avec différents plans qui ont été annoncés. Et puis quand même des incertitudes à lever, parce que nous, à l'ADEME, on aime bien communiquer une fois qu'on a vraiment tout bien verrouillé. Et donc, on avait un peu des petits doutes sur les performances réelles parce qu'on n'avait jamais mené de campagne de mesure comme ça de cette ampleur sur vraiment des machines sur site. Donc voilà, c'est toujours un passage obligé avant que l'ADEME puisse se prononcer sur une technologie. Et donc là, on n'avait pas ces données. On a aussi des messages anti-pack, hein, ça vous avez déjà dû en entendre parler, hein, sur les packs, c'est pas forcément performant, ça fait du bruit, dès qu'il fait froid, ça marche plus, voilà. Bon, plein de choses à vérifier en fait. Et puis une montée en puissance du marché, hein, puisque on a un marché qui augmente tous les ans. Alors surtout sur la PAC-RR malheureusement. Mais pour vous donner quelques chiffres, là aujourd'hui, on a quasiment 1 million de packs RR qui sont vendus par an et à peu près 200 000 packs Aero qui sont également installés par an. Donc, dans ce contexte-là, on a mené donc 3 études sur les pompes à chaleur, donc une fameuse campagne de mesure, donc sur 100 pompes à chaleur qui produisent de l'eau, qui étaient installées partout en France et donc, voilà, qu'on est venu instrumenter avec des compteurs d'énergie, voilà, enfin, vraiment quelque chose d'hyper précis avec des données à la minute. Donc, on s'est retrouvé avec des milliards de données à traiter. Donc, ça a été vraiment un gros travail de la part du prestataire. Mais donc, on a instrumenté 100 pompes à chaleur, donc partout en France, des pompes à chaleur qui avaient reçu des aides, hein, donc des foyers qui étaient passés d'une chaudière fuel ou gaz à une pompe à chaleur. Et on a vraiment pris complètement au hasard, enfin voilà, absolument sans savoir qui était l'installateur, comment avaient été faites les choses. C'était vraiment une photographie de l'existant qu'on voulait avoir. Et évidemment, les pompes à chaleur étaient réparties partout en France pour avoir différents types de maisons, différents types d'isolation et différents types de climat, hein. Donc ça, c'était hyper important. Ensuite, on a mené aussi des tests en laboratoire semi-virtuel hein, pour voilà, faire des tests à un peu plus petite échelle parce que quand on est chez les gens, on peut juste mesurer, mais on peut pas trop jouer avec la machine. Donc on a aussi fait ça. Et puis, j'ai une petite slide là-dessus, une étude un peu moins précise sur les packs RR, mais je reviendrai quand je présenterai cette slide-là. Et donc, à partir de tout ça, ouais, non, c'est bon, tu peux passer. Voilà. Donc là, je vais vous présenter les messages clés qui sont à retenir et qui sont détaillés donc dans l'avis voilà, qu'on va vous fournir et que vous pourrez lire tranquillement. Donc, en moyenne, les packs sont performantes, c'est-à-dire que donc en moyenne, sur l'ensemble des 100 pompes à chaleur qu'on a instrumentées en France, on a obtenu un COP sur toute la saison de chauffe de 2,9. Donc ça veut dire que voilà, pour 1 kWh d'électricité consommée, on a produit en moyenne 2,9 kWh de chaleur avec ces pompes à chaleur. Donc
là, effectivement, on était plutôt contents. Alors, c'est pas tout à fait, enfin, bref, je rentre pas dans le, mais oui, on peut dire que c'est un scope si vous voulez. En tout cas, c'est voilà, un COP saisonnier, mais pas calculé en labo, un vrai COP qui a été mesuré. Et donc, les performances sont en rendez-vous. On était plutôt très satisfait de ces valeurs. Voilà, ça veut vraiment dire que la machine, enfin, c'est une machine performante. Alors, un petit bémol à tout ça quand même, c'est que on a obtenu ben, des différences euh, selon les sites. C'est-à-dire que, en gros, la meilleure PAC qu'on a instrumentée, elle avait donc un COP de 4,5. Hein, donc, on a vraiment obtenu des super résultats. Et puis, il y avait à peu près un tiers des PAC qui avaient des performances un peu moindres. Donc, on est quasiment descendu à 2. Hein, voilà. Donc, des performances qui étaient un peu plus dégradées. Donc, en fait, on s'est attaché bah, pendant toute la durée du projet à comprendre en fait d'où venaient ces disparités de performance. Tu peux passer. Et donc, là, c'est vraiment tout l'enjeu en fait de toute cette communication. C'est comment on fait pour avoir une PAC performante. Parce que voilà, on sait que c'est un peu quand même la roulette russe, hein, la machine, elle est bien, mais ça dépend beaucoup des réglages. Donc voilà, je vais vous donner quelques billes pour un peu voilà, challenger votre installateur. Donc, comme Sylvain l'a dit, évidemment, ne jamais accepter un devis sans une visite, hein, puisque voilà, le dimensionnement et la connaissance de la maison, c'est extrêmement important hein, pour avoir les performances. Mais donc voilà quelques tips là-dessus. Donc déjà, quelque chose de complètement physique, évidemment, ça, vous allez me dire, c'est complètement logique. Euh, plus plus la différence de température entre le milieu naturel et l'eau, la température à laquelle on va lui demander de produire son eau est faible, meilleure sera la performance de la pompe à chaleur. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est physique, c'est de la thermodynamique. Euh, Plus c'est bas et meilleure est la performance. Donc le milieu naturel, bon ben, on n'y peut pas grand-chose. On a constaté à peu près une différence de 30% sur les performances entre le nord et le sud, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas installer de pompe à chaleur à Lille. Hein. Voilà, les pompes à chaleur, elles sont capables de fonctionner jusqu'à -15 sans problème. Mais effectivement, il y a une différence de performance, c'est normal. Et puis, bah, comment on va pouvoir agir sur cette partie-là, puisque finalement, c'est ça qui nous intéresse. Donc, en fait, on va pouvoir agir avec deux systèmes. Donc, la première possibilité, ça va être d'isoler. Hein. Donc, bah, évidemment, de pas installer une pompe à chaleur dans des maisons. Alors, non, il faut. Pardon. Dans des maisons passoires ou voilà. Donc, réduire le besoin. Hein. Donc, ça va être une possibilité pour réduire la température. Et puis, la deuxième possibilité, ça va être éventuellement de rajouter des radiateurs, donc d'augmenter la surface d'échange de ces radiateurs pour pouvoir baisser cette température. Voilà, donc ça, c'est un peu les deux possibilités. Oui, alors il existe des packs haute température, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la performance. Hein. Donc la PAC, elle va être capable de produire tout ce qu'on veut. Mais par contre, plus on va lui demander de produire de l'eau très chaude, plus sa performance va baisser. Donc voilà, moi ce que je vous explique, c'est comment maintenir une bonne performance. Et puis, la deuxième chose, ça va être donc des réglages qui sont soignés. Donc
en fait, quand un installateur, alors c'est pas forcément vrai sur toutes les pompes à chaleur, mais la plupart du temps, il doit faire des réglages et notamment ce qu'on appelle la loi d'eau. Donc la loi d'eau, c'est la courbe qui va exprimer donc la température de chauffage de l'eau, hein, donc celle-là, par rapport à la température extérieure. Et donc, plus cette loi d'eau, elle va être basse, meilleure sera la performance également. Mais en tout cas, il faut déjà qu'elle soit réglée et qu'elle soit correctement réglée. Et ce réglage-là, il dépend vraiment à la fois de l'enveloppe de la maison, hein, donc ce qu'on appelle les déperditions, et de votre réseau de radiateurs. Voilà. Donc, d'où l'intérêt vraiment que l'installateur il passe du temps à regarder enfin, quel est le niveau de déperdition, le niveau d'isolation de votre maison, quelles sont les tailles de radiateurs pour vraiment adapter au mieux le réglage de la pompe à chaleur. Donc, ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Donc, évidemment, sans visite sur site, c'est complètement farfelu. Donc, voilà. Ensuite, on avait un grand questionnement sur justement le lien entre déploiement, enfin entre performance des pompes à chaleur et isolation. Et donc, on a fait une vaste étude sur justement les déperditions des maisons et les performances. Et donc, on s'est aperçu que c'était pas forcément lié. On avait des maisons bien isolées avec des pompes à chaleur qui étaient pas très performantes, des maisons pas trop isolées avec des très bonnes pompes à chaleur. Et donc, voilà, il n'y a pas forcément de corrélation. Donc, ce qui veut dire que on peut installer une pompe à chaleur dans une maison pas forcément isolée, mais avec tout ce que je viens de dire au préalable, c'est-à-dire voilà, des bons réglages et puis une loi d'eau qu'on va essayer de baisser au maximum pour, voilà, pour rendre la performance, enfin la PAC performante. Mais évidemment, on va quand même pas dire que l'isolation, ça ne sert à rien, puisque c'est vraiment une alliée pour le déploiement des PAC, parce que isoler son logement avant de mettre une pompe à chaleur, ça a plein d'avantages. On réduit la puissance de la PAC, on a besoin d'une PAC plus petite, donc moins bruyante, moins chère, qui marche mieux, etc. Donc il y a vraiment plein de bénéfices à faire les choses dans l'ordre, mais ça, c'est vraiment le boulot des espaces Conseil France Rénov de vous expliquer tout ça. Et ensuite, le quatrième message, mais là c'était plutôt un message à destination des pouvoirs publics, c'est vraiment voilà, l'opportunité industrielle pour la France et l'Europe voilà, de développer des machines donc, en France ou en Europe pour pouvoir du coup passer de chaudières à des pompes à chaleur. Voilà, donc j'en ai fini sur les conclusions. Donc là, c'est une petite slide qui rappelle un peu tout ça. Donc voilà, un outil très efficace qui génère à la fois des économies d'énergie et des baisses drastiques d'émissions de CO2, hein, en passant d'une chaudière à une pompe à chaleur. Dans une optique de décarbonation rapide, elle peut être installée même dans des logements qui sont mal isolés, mais à condition d'avoir vraiment bien fait les choses. Il y a un enjeu sur la partie montée en compétence des acteurs et du coup, voilà, bon réglage, hein. Donc là, c'est un peu pour ça aussi que j'ai accepté l'invitation ce soir, c'est voilà, faire de la pédagogie aussi auprès du grand public pour que vous arriviez à comprendre ces notions et vraiment, vraiment faire confiance aux meilleurs installateurs pour vous accompagner là-dedans, parce qu'on a vu que c'est quand même quelque chose d'assez précis. Et puis, le petit mot sur l'isolation, avec voilà, toujours l'intérêt d'isoler avant, d'un point de vue aussi sociétal.
Parce que si tout le monde met des pompes à chaleur dans des maisons mal isolées, il va y avoir des petits soucis au niveau du, des compteurs électriques. Tu peux passer. Et là, j'ai une petite slide un peu annexe sur donc, les autres études qu'on a menées. Donc, alors, un petit zoom sur la PAC géothermique. Donc, sur l'échantillon là, des 100 pompes à chaleur, il y en avait 10 qui étaient donc, des pompes à chaleur géothermie, donc avec du coup bah, des sondes qui donc, vont chercher la chaleur dans le sol, avec donc, bah, des performances bien meilleures, hein. Enfin, donc là, on a eu un scope moyen de 4,1 voilà, comparé au 2,9. Et puis, un petit rappel sur les atouts de la géothermie, hein. Donc, même si c'est un petit peu compliqué en rénovation de faire appel à cette techno, mais voilà, on a des meilleures performances, on n'a aucune nuisance extérieure, hein, donc ni visuelle, ni acoustique. Donc, voilà, c'est vraiment un produit extrêmement intéressant et capable de faire du rafraîchissement quasiment gratuit si on est en plancher chauffant. Donc ça aussi, c'est un point important. Et puis, donc la fameuse étude de Linky, je suis passée très vite tout à l'heure. On a mené donc une étude séparée sur l'étude de la signature Linky. Donc en fait, on n'a pas du tout instrumenté. Là, on n'est pas allé poser des instrumentations dans les foyers, etc. On a juste observé donc les compteurs électriques de foyers qui étaient passés de radiateurs électriques à pompe à chaleur RR. Et on a regardé sur plusieurs saisons de chauffe l'évolution des consommations. Et donc, en moyenne, donc sur les 88 logements, hein, donc bon, voilà, l'échantillon est assez faible. Donc, c'est des choses qui seront à prendre avec des pincettes, mais voilà, on voulait déjà regarder enfin, quelles étaient un peu les tendances. Ils ont divisé par 2 leur consommation de chauffage. Donc en passant de radiateur électrique à pompe à chaleur RR. Donc voilà, des données qu'on va continuer à consolider. On va faire une campagne de mesure aussi fine que sur les paquets RO, sur les paquets RR dans les années qui viennent pour avoir des données aussi fiables. Voilà. Est-ce que je me souviens plus si j'ai encore une slide ou pas? Non. Non, oh, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Brunois pour la partie sur les pompes à chaleur RR. Bonsoir à tous. On va essayer de prendre le relais donc, sur cette présentation qui a été très très bien détaillée. Donc moi je suis installateur, c'est important de le prendre en compte puisque du coup j'ai un avis un peu plus tranché, un peu plus terrain. Nous on est spécialisé dans tout ce qui est solutions PV, donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est panneaux photovoltaïques, climatisation et chauffage. Donc quand je dis chauffage, aujourd'hui pour moi c'est pompe à chaleur RO. On fait partie de la Fédération française du bâtiment et puis d'un groupement également qui s'appelle le GMPV qui tend en fait à œuvrer pour mettre en place des bonnes pratiques dans l'installation des panneaux solaires. On est certifié RGE, Qualipac, Quali-PV, Quali-Basse Ventilation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est engagé dans une démarche, en tout cas qu'on espère saine, et puis agréé par quelques marques que je ne citerai pas aujourd'hui, puisqu'il faut garder une certaine neutralité. Je te laisse passer à la suite. Moi, on m'a demandé ce soir de vous parler de la partie pompe à chaleur RR, donc j'ai vu la question sur le réglage sur la pompe à chaleur RR, on va essayer d'y répondre. Le discours que je vais vous tenir ce soir, ça va être surtout de retenir les grandes lignes d'approche à avoir avec votre installateur. Donc il faut savoir qu'une pompe à chaleur RR, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez un groupe extérieur qui va venir prendre des calories et qui va le restituer directement dans des unités intérieures. Un groupe extérieur, ça ne remplace pas une chaudière. On est d'accord que ce système-là, c'est plutôt utilisé pour du remplacement sur des radiateurs électriques. Ce que disait très bien Céline, c'est que lorsque l'on remplace des radiateurs électriques, l'objectif de ce système, c'est premièrement de faire des économies, mais également d'améliorer le confort. Donc un groupe extérieur, ça peut recevoir 1 à 6 unités intérieures.
Ça veut dire que lorsque l'on traite une maison de 100 mètres carrés avec un groupe extérieur, généralement, on s'en sort plutôt bien, avec un niveau d'isolation sur une maison des années 80. Lorsqu'on va commencer à travailler sur des maisons de plus de 100 mètres carrés, en fonction du niveau d'isolation, ça va nécessiter plusieurs groupes extérieurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre l'unité et le groupe, vous avez des réseaux qui sont en cuivre, on a des longueurs maximales admissibles, donc on ne va pas pouvoir mettre un groupe à 3 km de la maison. Au niveau des alimentations électriques, ça ne vous va pas demander des travaux titanesques, puisque c'est le groupe extérieur qui est alimenté au niveau électrique, et les unités intérieures, elles, vont être alimentées en même temps que le réseau d'alimentation en cuivre. Donc, niveau modification pour une maison, à part l'esthétique d'une unité, éventuellement le passage des réseaux qui va être sous goulotte ou dans un placard, et puis le groupe extérieur, ça ne va pas aller chercher plus loin. Je vais peut-être passer à la suite, parce que du coup, je vais essayer de jouer sur la question qu'il y avait juste après. Donc, une pompe à chaleur RR, la question qu'il y avait, le réglage sur une pompe à chaleur RR, on ne peut pas vraiment parler de réglage. On va surtout étudier pour qu'elle soit bien dimensionnée premièrement, et derrière, bien dimensionnée, c'est par rapport à votre usage à vous. Une personne qui préfère chauffer à 17 son logement ou une personne qui préfère chauffer à 21, on ne va pas avoir la même pratique. Sur la partie dimensionnement, donc premièrement, est-ce que c'est pour un bureau? Est-ce que c'est pour une chambre? Est-ce que c'est pour je ne sais pas, une salle qui est très peu chauffée, par exemple une salle de jeu, je peux imaginer plein de destinations. Le groupe extérieur pour la même pièce ne va pas avoir le même dimensionnement. Au niveau du système de chauffage, si vous avez déjà des radiateurs à eau, c'est pareil. Est-ce qu'on arrive en complément? Est-ce qu'on arrive en remplacement? Donc, il faut bien étudier son projet au départ. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fonction de l'isolation du bâtiment, donc Sylvain et Céline en ont parlé juste avant, mais également en fonction de l'étanchéité, on ne va pas avoir le même ressenti. Un radiateur électrique, vous devez le ressentir chez vous, c'est une chaleur assez stagnante et qui reste dans un coin. Une pompe à chaleur RR, on va récupérer de l'air dans l'unité, on va le voir sur les slides d'après. L'air reste dans la pièce, mais va passer par un échangeur. Et en passant dans cet échangeur, il va se réchauffer. À partir du moment où on a un léger brassement d'air, on va forcément mieux répartir l'air de la pièce. Mais si votre pièce n'est pas assez étanche, on va perdre ce bénéfice. Et donc, c'est très important soit d'isoler en même temps et d'étanchéifier sa pièce, soit sinon d'en tenir compte dans le dimensionnement. Sur la photo que vous voyez là, vous avez une grande goulotte qui passe et qui monte. Cette maison-là, c'est une maison type Phoenix. Maison Phoenix, on en a beaucoup dans la région parisienne. Il faut savoir que la plupart du temps, esthétiquement, vous avez ce petit groupe avec une dalle, une goulotte qui va monter jusque dans les combles, des réseaux qui vont passer dans vos combles s'ils ne sont pas aménagés. Et s'ils sont aménagés, il va falloir trouver des endroits un petit peu dissimulés pour passer tout ça. Mais visuellement, on ne va pas dénaturer non plus la maison. Alors, on évite de mettre devant la porte d'entrée. Et puis, sur les slides d'après, on va également parler du bruit, puisque je vois les questions de Maxence. Mais tout ça, ça s'étudie au cas par cas. Et Céline me disait très bien, il faut une visite à chaque fois de votre installateur. Les sociétés qui vous proposent des devis à distance, oui, il y a 70%, elles seront dans le juste, elles vont être dans le prix, mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas le prix, c'est qu'est-ce qu'on peut faire chez vous. Et chaque situation est différente. Et donc, l'environnement du groupe extérieur, je te laisse faire la transition pour qu'on puisse en parler, est ultra important, quelle que soit l'installation. Pour une pompe à chaleur RO, pour une pompe à chaleur RR, votre groupe extérieur, on va vous annoncer un niveau de bruit, un petit peu comme les niveaux de consommation sur une voiture. C'est très joli une voiture hybride qui est vous annoncée avec des consommations minimalistes, et puis quand vous roulez en ville ou quand vous roulez sur l'autoroute, vous n'allez pas du tout tomber sur les mêmes chiffres. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que la plupart du temps, c'est mesurer ce niveau sonore sur des groupes dans un environnement optimal ou dans une chambre adaptée où on a fait des mesures et des tests de débit. Chez vous, ça va être différent. Si vous mettez un groupe seul, on va respecter à peu près ce qui est annoncé. Il faut savoir que le bruit part devant. Le bruit part devant, c'est-à-dire que si vous êtes derrière le groupe, vous allez avoir une perception qui va être minime. En revanche, si vous êtes à 1 mètre, 5 mètres ou 10 mètres devant le groupe, vous allez l'entendre, mais pas de la même manière. Quand on commence à le positionner contre un mur,
on a un petit effet d'écho. Donc, c'est ce fameux 3 décibels de plus. Il faut savoir que 3 décibels, on ne va pas rentrer dans le sujet ce soir, mais 3 décibels, on double le bruit. Vous allez l'amplifier de manière assez importante. Et à partir du moment où on a de la végétation, on va pouvoir l'atténuer également. Donc là, dans le petit visuel que vous avez, qui est assez simple à comprendre, c'est que plus vous avez de surface pleine, et le son, en fait, c'est des ondes, un petit peu comme le petit haut-parleur que vous avez de dessiner. Ces ondes, si elles ont tendance à se heurter à une surface dure, elles vont réverbérer et donc amplifier le bruit, puisqu'on va l'entendre 2 fois. Alors que si vous avez de la végétation, des masques ou des choses aménagées autour, on va pouvoir l'atténuer. Et donc, à la question de Maxence, que dit la réglementation, elle dit que par rapport à un bruit ambiant, en journée, on peut accepter 5 décibels de plus, et la nuit, 3 décibels de plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous restez sur des marques leaders du marché, et si vous restez sur des marques, solides, ce n'est pas le terme, mais en tout cas référencées, vous allez pouvoir obtenir un petit label de classe énergétique de votre installateur, ou en tout cas, vous allez avoir des notions avec des A++, comme on peut le voir aujourd'hui sur la partie thermique. Et en limite de propriété, la question de Pascal, ça va dépendre surtout de votre ville. Je vais vous prendre l'exemple de 2 villes. La ville d'Orsay a fait évoluer son... Alors, plus si on dit PLU, Sylvain, tu me reprendras, puisque ça évolue, tous ces termes-là. PLU, ouais, c'est ça. PLU d'Orsay, très bien. Donc sur le PLU d'Orsay, il faut savoir qu'il y a eu une évolution il y a, je dirais, 2-3 ans. Historiquement, ce PLU disait que les pompes à chaleur, on ne pouvait pas les poser à moins de 6 mètres de son voisin. Un petit peu embêtant quand on a des maisons avec beaucoup de promiscuité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il a évolué. Et donc, on a une tolérance à ça. Je vais vous prendre un autre exemple, c'est sur la ville des Clés-sous-Bois, en 78. On a aujourd'hui une mairie qui dit, depuis février, bah, écoutez, si le groupe n'est pas visible de la rue et s'il n'est pas visible depuis la maison de votre voisin, vous pouvez l'installer sans déclaration de travaux. Donc en fait, aujourd'hui, la notion de bruit, elle est surtout subjective parce que ça va dépendre de l'environnement. Elle est surtout, ce que disait Céline, Sylvain tout à l'heure, je crois que c'était Céline, on a des appréhensions sur la partie pompe à chaleur qui sont liées à la méconnaissance, qui sont normales et il faut les avoir. Mais il faut en même temps faire confiance au système et au cadre réglementaire qui a beaucoup légiféré dessus pour que ça s'améliore. Il y a une chose à retenir, c'est qu'un groupe extérieur, que ce soit une pompe à chaleur Hero ou RR, il va faire du bruit quand il va faire très froid dehors. Et ce que je dis toujours à mes clients, c'est quand il fait -2 dehors, généralement, vous n'êtes pas en train de jardiner en t-shirt dans le jardin. Vous êtes plutôt au chaud dans la maison avec un petit thé sous un plaid. Je caricature un peu, c'est volontaire. L'idée, c'est de dire que là où il va faire du bruit, c'est là où vous ne serez pas à côté. S'il fait bon dehors, votre groupe, il va se balader, il va récupérer des calories assez facilement s'il a été installé dans un cadre sain. Et donc, du coup, vous allez très peu l'entendre. Je te laisse passer la suite. Donc, une unité intérieure, ça ressemble à quoi? Là, vous avez 3 visuels. Il y a une petite slide après où je vais vous en montrer d'autres visuels et je vais voir des questions arriver. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler des solutions qui existent, c'est de comprendre comment ça fonctionne. En réalité, vous avez un échangeur qui peut se représenter un radiateur électrique. Votre radiateur électrique, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'air froid qui passe en dessous généralement et qui ressort au-dessus. Il peut aussi passer au contact, donc c'est rayonnement, etc. On a un échange de chaleur. Sur une unité intérieure, cet échange de chaleur, en fait, il va passer par le dessus de l'unité. Donc sur les 3 photos, vous voyez qu'il y a un espace. L'air va passer au-dessus et il va être balayé par les pales de ventilation qui sont fermées. Donc ces petites pales sur le dessin du milieu, on les voit bien. Il faut savoir que plus vous brassez d'air, plus vous allez ressentir une nuisance acoustique. Je vais prendre un exemple simple. Si l'unité était bien dimensionnée et que la pièce est bien isolée, une seule peut suffire pour avoir du confort et que ça fonctionne bien. Si par contre, comme je le vois moi dans 80% des cas, vous avez une maison des années 80, avec du double vitrage qui commence à avoir quelques années, qui n'est pas étanche à l'air, et que dans une pièce de 30 mètres carrés, vous ne mettez qu'une unité, le confort, votre vie est moins chère, oui. Mais niveau acoustique, l'unité, elle va fonctionner à plein régime. Donc il faut vraiment entendre que la partie nuisance acoustique est totalement en lien avec l'isolation.
Je voyais ce que disait Céline tout à l'heure sur le retour avec le gain de 2. Oui, c'est ce qu'on observe. La pompe à chaleur RR, en général, ça vous fait réduire de 2 votre conso électrique quand on a équipé gentiment. Il faut rajouter à ça un entretien que vous n'avez pas sur les radiateurs électriques. Donc la rentabilité est discutable sur plein de sujets. Par contre, au niveau du confort, on va vraiment pouvoir améliorer ce confort dans la maison et climatiser pour presque rien. Donc attention à la notion de volume d'air brassé. Ça dépend. Si vous êtes sensible au bruit, il faut vraiment que votre installateur en tienne compte. La puissance thermique, c'est une chose, mais il y a ce volume d'air. Et la sonde de température, je termine juste sur ce petit point, je vois souvent des unités qui sont calées dans des coins, c'est le cas de l'unité du milieu. Il faut savoir qu'il y a une petite sonde de température qui est positionnée sur votre unité. Il faut aussi avoir connaissance de ça. Ce n'est pas très important en soi, mais si sur votre télécommande, vous avez marqué 22 et que vous avez 19 dans la pièce, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème forcément de dimensionnement, ça peut. Ça peut juste être que la sonde est mal placée dans la pièce. Je te vais juste passer à la slide d'après, s'il te plaît, Sylvain, sur lequel on va voir 2-3 photos d'unités. Donc les marques, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais les photos que vous voyez là, c'est la marque Dekin, avec laquelle je travaille beaucoup. Donc il y a plein d'autres visuels qui existent. Les unités du milieu, si j'en entends parler la plupart du temps, c'est une cassette, l'espèce de grosse pièce carrée. Ça se met surtout dans des bureaux. On ne va pas s'amuser à mettre ça chez des particuliers. L'espèce de grosse boîte que vous avez en dessous, c'est une unité gainable. L'unité gainable, c'est une unité qui va venir se cacher dans des faux plafonds. J'en vois parfois dans des combles, et qui va venir distribuer du chauffage par des gaines. Les autres unités, ce sont des unités murales qui peuvent prendre la forme d'une unité qui prend la place d'un radiateur ou d'une unité en hauteur, comme on a pu le voir juste avant, avec plein de coloris possibles et imaginables. On peut coller des stickers, on peut faire ce que vous voulez, ça va devenir dans les années à venir un élément de décoration. Moi, je m'amuse à citer ma grand-mère sur les micro-ondes quand c'est sorti à son époque, où en fait, ça n'existait pas, c'était moche, et puis finalement, c'était bien pratique pour chauffer le lait, etc. Donc, il faut retenir une chose, l'unité intérieure peut prendre différentes formes, ça fonctionnera toujours de la même manière, ça échange de la chaleur. Un petit bémol sur le gainable, moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce genre de système parce que je trouve que c'est très difficile à entretenir et à désinfecter. À partir du moment où vous faites de la climatisation, vous avez un besoin de désinfection annuelle. C'est bien de faire de la clim, mais ça veut dire que vous condensez. Donc, c'est bien de le nettoyer tous les ans. Et les personnes qui vont me dire ça donne mal à la gorge, la climatisation, on ne rentrera pas dessus aujourd'hui parce que c'est souvent un problème de nettoyage ou de choc thermique. On est là pour parler du chauffage. Mais sur la partie gainable, aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent, tiens, je vois qu'une grille, c'est mieux, c'est moins moche. Si vous voulez mettre quelque chose pour de l'esthétique, il faut déjà que vous acceptiez le système. Si c'est purement esthétique, ne faites pas ce projet-là. L'objectif de ce projet, c'est de faire des économies, d'améliorer le confort. Il faut faire des concessions sur l'esthétique pour que la technique se passe bien. Et la dernière slide, en ce qui me concerne, c'est pour la partie maintenance. Donc, c'est juste des petits tips pour y penser. On m'a encore appelé la semaine dernière pour faire l'entretien d'une climatisation réversible avec un groupe qui est sur une cheminée. Je tiens à rappeler que les techniciens ne sont pas des libellules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sympa d'avoir un groupe sur une cheminée, on ne le voit pas. J'aime bien poser cette question au client. Est-ce que vous-même, vous iriez faire l'entretien sur une cheminée en hauteur? Les techniciens, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut penser à un accès simple, à un accès préventif. Le côté « je ne veux pas que ça me dérange », ok. Mais il faut vraiment vous dire que le jour où il y aura un dépannage, ça va soit coûter plus cher, soit être vraiment compliqué. Donc on évite, si possible, je ne dis pas que ça l'est toujours, mais on évite, si possible, le travail en hauteur. La deuxième chose, c'est l'accès aux unités intérieures. Pas que pour l'entretien. Pensez à vous. Ces petites unités intérieures que vous avez vues, elles ont des filtres. Les filtres vous servent à vous protéger de la poussière. La différence, c'est que votre radiateur électrique, quand vous le rallumez après une grande saison de chauffe, il peut sentir un peu cette odeur de poussière cramée. Vous ne l'avez pas sur une unité RR, puisque vous avez un filtre qui protège et puis on ne monte pas sur la température. Mais ce filtre, du coup, se sort et se nettoie à l'eau avec une petite eau savonneuse ou à l'eau simple ou à l'aspirateur, en fonction de l'état du filtre et de la graisse présente. Et si vous l'avez mis à 4 mètres de haut, vous allez devoir sortir l'échelle à chaque fois, donc pensez-y. C'est cet aspect logique. L'évacuation des grands encens en gravitaire, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que quand vous mettez une unité intérieure, si vous voulez faire de la climatisation, vous allez rejeter de l'eau. Ça condense. Un petit peu comme quand vous prenez une douche chaude, vous allez avoir de la condensation sur les parois vitrées.
Et une climatisation réversible, c'est pareil, ça va condenser à partir du moment où on a un échange de chaleur entre du chaud et du froid. Si ces petites évacuations et ce petit tuyau il part en pente du début de l'unité jusqu'à la fin, on va se retrouver avec une évacuation qu'on appelle gravitaire. Donc ça va passer très bien, il y a peu de risque de panne, à part un petit escargot qui va venir se mettre dans le tuyau en sortie extérieure éventuellement. Euh, Si en revanche ce n'est pas possible, je pense notamment aux chambres qui sont sous des combles, on va mettre ce qu'on appelle une pompe de relevage. Pensez-y, il y a différents niveaux sonores sur les pompes de relevage. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits depuis 2 ans. On a des pompes de relevage aujourd'hui qui font peut-être 16 décibels, donc qui sont quasiment inaudibles, qui valent pas le même prix qu'une pompe qui fait 24 décibels, il faut le savoir aussi. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, votre unité RR tombera très très peu en panne. Et les pannes, vous allez surtout les rencontrer sur des unités qui ont des pompes de relevage. Donc ces petites pompes, c'est comme une pompe d'aquarium, hein, ça aspire de l'eau et ça le rejette. Aujourd'hui, les pompes qui font 16 dB, je vous défie de les entendre. Je me suis même fait avoir, moi, la première fois que j'en ai écouté une. Euh, Cependant, selon ce que vous propose l'installateur, ça peut être un point à surveiller et pour la maintenance et à l'installation, puisque ça peut être gênant. À noter que quand on a très très chaud et qu'il fait 30 degrés dans une chambre, on accepte beaucoup mieux le bruit que quand il fait 0 degré dehors et qu'on a besoin de se chauffer. C'est physique. Un réseau sans piège à huile, c'est dur à dire. Un réseau sans piège à huile, en fait, c'est surtout pour la partie pause. Ne confiez pas la pose d'une climatisation réversible à un néophyte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent en poser et c'est tant mieux, ça se démocratise et c'est très bien. Par contre, ça demande un minimum de connaissances. Cette petite alerte-là, c'est surtout qu'on ne s'amuse pas à mettre des coudes dans tous les sens sur un réseau cuivre. Vous avez un fluide qui circule à l'intérieur avec de l'huile et donc il faut éviter d'avoir des bouchons parce que sinon ça peut créer des pannes sur les compresseurs à court terme. Et le dernier petit bémol, la mise en service du fabricant avec rapport d'intervention. Ça, c'est très important de l'avoir. Et si vous ne l'avez pas, d'être sûr que votre installateur maîtrise parfaitement son sujet parce que c'est la seule chose qui va vous couvrir. Donc, c'était les petits conseils rapides que je pouvais moi amener. Ce que vous avez en rouge sur l'entretien annuel, en fait, c'est surtout pour dire, voilà, aujourd'hui, vous avez un fabricant qui va vous demander de faire un entretien annuel pour faire valoir des garanties. Je vais parler de Deakin avec lesquels je travaille. Aujourd'hui, je peux vous amener une garantie de 10 ans sur le produit. Ce n'est pas un problème. On a des solutions aujourd'hui qui sont relativement fiables. Simplement, pour le faire, ils vont demander un contrôle annuel. Mais si on se fie au cadre légal, alors, je mets des guillemets parce que je ne connais pas tous les termes, on en avait parlé avec Sylvain. L'assurance va vous demander un entretien périodique, je crois. Donc, pour assurer le système, un entretien périodique, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les 2 ans, c'est périodique, si on va aller par là. Et puis, le côté institutionnel, c'est en fonction de la quantité de gaz présent dans l'installation. Et donc, sauf erreur, moins de 2 kW, on est à 2 ans. Celui qui prime à la fin, c'est le fabricant qui va vous dire, moi, je veux un entretien annuel, parce que si vous ne le faites pas, vous perdez la garantie. Donc, faites un entretien annuel, c'est mieux. Néanmoins, à part pour la désinfection, un système, si vous le surveillez régulièrement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce suivi-là. Donc, moi, je vous proposerai toujours un entretien annuel. Si demain, vous n'en faites pas pendant 2 ans, c'est pas pour ça que vous êtes hors la loi. Ce qui est surtout important, c'est de bien le désinfecter et puis de vérifier régulièrement qu'il fonctionne bien. Je termine juste avec l'exemple du frigo qui généralement parle bien. Est-ce que vous faites un entretien sur votre frigo et quel âge a votre frigo? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pompe à chaleur. On prend les chaleurs à l'intérieur, là où on va mettre les aliments chauds et on le rejette derrière. C'est pour ça que c'est chaud dans votre frigo. C'est pas bien de ne pas le nettoyer, mais aujourd'hui, avec toutes les cuisines encastrées qu'on a, je présume que la plupart des frigos sont jamais nettoyés une fois par an. J'ai fini pour ma partie. Parfait, merci beaucoup, merci à vous deux. C'était très clair. Je regarde s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Oui, est-ce que les packs géothermiques étudiés étaient-elles en surface ou en profondeur? C'est plutôt. Alors, ouais, il y avait les deux. Il y avait des sondes verticales, horizontales. On avait même des sondes sur nappe. Il y avait un peu tout qui était représenté. Ok, parfait. Une question, je pense que c'était pour les pompes à chaleur RO. Est-ce compatible avec des planchers chauffants avec circulation d'eau? Alors ça oui. Oui, même c'est plutôt une bonne chose parce qu'on est plutôt sur de la basse température et donc les rendements sont plus intéressants avec une pompe à chaleur RO.
Par contre, avec une pompe à chaleur RR, comme vous avez dû le comprendre, bah, c'est pas compatible avec un plancher chauffant. Il peut pas y avoir de lien entre les deux direct. Alors, il y a une petite remarque sur le forage qui coûte cher. En effet, on en a un peu parlé là sur la géothermie, mais oui, le forage, en fait, en vérité, d'expérience, c'est quand même très peu mis en place chez les particuliers. Les pompes à chaleur géothermiques, parce que c'est des coûts qui sont assez conséquents et c'est souvent compliqué en rénovation. Et il faut parfois avoir des terrains qui sont grands et c'est pas facile en Île-de-France, comme vous le savez. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Est-ce qu'une pompe à chaleur au soleil ou à l'ombre, ça va avoir un impact si on met les unités extérieures soit au soleil, soit à l'ombre? Est-ce que ça a été testé dans l'étude de l'ADEME? Et est-ce que vous avez des retours là-dessus? Alors, non, alors, enfin, pas forcément. C'est vrai que effectivement, hein, l'implantation de l'unité extérieure, c'est extrêmement important. Il faut qu'elle puisse respirer en fait, hein, parce que sinon, bah, elle réinjecte de l'air froid. Donc, il faut absolument qu'elle soit, ouais, qu'il y ait de la place autour. Et donc, effectivement, on a vu des cas où bah, elle utilisait de l'air plus froid que la température normale Hmm, parce qu'elles étaient trop confinées. oui. Donc voilà, ça c'est important que l'unité extérieure ouais, soit pas confinée. J'apporterai juste un petit plus à ce que tu dis, c'est qu'en fait aujourd'hui, qu'elle soit à l'ombre ou qu'elle soit au soleil, ce qui est surtout important, c'est que l'air circule bien. Euh, Oui, on a aujourd'hui, pour ce qui est des pompes à chaleur aéro, des cycles de dégivrage qui sont intégrés en fait dans les calculs des machines. La plupart du temps, les scopes, dont Pascal parlait tout à l'heure, intègrent déjà ces cycles de dégivrage. Donc ça, il faut le regarder dans les relevés, dans les fiches, parce que ça a beaucoup évolué en 10 ans et ça devient normé là-dessus. À partir du moment où votre cycle de dégivrage est intégré, il faut savoir que la plupart du temps, oui, au soleil, ça sera tout le temps mieux, mais le gap, moi, de mes retours terrain que j'ai pu avoir, c'était de l'ordre d'une cinquantaine à une centaine d'euros par an. Donc c'est pas radical quand on parle d'une maison de 150 mètres carrés si ça vous permet de garder votre jardin au soleil et d'en profiter en famille, et puis d'avoir vraiment un plan un peu plus local technique. Ce qui est juste important à respecter, c'est que ça ventile autour, que ça soit aéré, que ça soit pas dans un espace fermé, comme le disait Céline. Parfait, une réponse très claire de vous deux. Il y avait une question sur la prime rénov. C'est moi qui en ai parlé. Sur l'indisponibilité de la prime rénov. Quelles sont les dates précises? Alors là, bon, je suis vraiment désolé, c'est pas de notre fait. Mais on n'a pas de retour précis sur quand le guichet de ma prime rénov va être réouvert. C'est assez énervant pour tous les professionnels là-dessus. On partage votre énervement. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de retour au niveau de l'ANA sur cette question. J'ai des radiateurs en fonte. Est-ce que c'est compatible avec une pompe à chaleur RO, du coup? tout à fait. Voilà, il y a pas de contre-indication. Voilà. C'est juste C'est que la les mêmes. température devrait être certainement plus chaude. La température doit être plus chaude, effectivement, et puis du coup, ça va même permettre d'avoir un peu plus de volume d'eau. Donc, il faut surtout regarder encore une fois l'isolation. Si l'isolation elle a été refaite entre-temps, c'est parfait même parce que ça va créer plus de volume d'eau. Donc, c'est très intéressant. Les unités intérieures ou extérieures doivent-elles être proches et à quelle distance maximum peuvent être-elles installées? Alors, si on suit, je te laisse répondre après, Céline, mais en gros, ça, c'est le notice fabricant. Si jamais vous prenez aujourd'hui une pompe à chaleur aéro classique, il y a deux types de pompes à chaleur aéro. Les pompes à chaleur aéro qu'on vous encourage de poser, nous aujourd'hui, ce sont des pompes à chaleur hydrauliques. Les pompes à chaleur hydrauliques, c'est quoi? Ça veut dire que la partie fluide frigorigène est en extérieur. La partie alimentation entre le groupe extérieur et l'unité intérieure, elle va se faire avec de l'eau de chauffage. Si on reste sur ces données-là, la plupart des fabricants vont vous parler de 15 à 25 mètres environ. Ça va dépendre de la puissance, des contraintes, etc. Ça fonctionne très bien. En revanche, si vous êtes sur un circuit frigorigène entre le groupe extérieur et l'unité intérieure, ce qui est le cas souvent des maisons neuves ou des packs qui sont sur un fluide qui va disparaître. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que sinon on va partir parce qu'il ne faut pas. Euh, En gros, il faut retenir que là, vous allez plutôt être sur une vingtaine de mètres environ. Fiez-vous aux données du fabricant, ce sera plus simple.
Voilà. Encore une question sur la prime rénov. Quand est-ce que ça avait fermé? De mémoire, ça a fermé il y a un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois. Euh, voilà, et c'est pour tout vous dire, c'est un lien entre le service des impôts et le site de ma prime rénov. Voilà. Mon chauffe-eau fonctionne avec une chaudière à gaz. Si j'installe une PAC RO, est-ce qu'elle comprend le chauffe-eau? Oui, tout à fait. Ça, vous pouvez tout à fait inclure dans la pompe à chaleur la possibilité de chauffer l'eau chaude. Vous pouvez aussi faire le choix de découpler avec un ballon thermodynamique. On l'a peu évoqué, mais le ballon thermodynamique, il va fonctionner un peu comme une mini pompe à chaleur. Il va prendre de l'énergie à l'extérieur du ballon, sauf qu'il peut la prendre dans des espaces clos, même s'ils doivent être un minimum ventilés, tel qu'un garage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des compléments sur les ballons thermodynamiques. Tout à Grand- fait. Une question sur les calculs que j'ai loupés. Le calcul de la PAC se fait à -5 degrés ou faut-il calculer avec un point d'équilibre à 2 degrés avec résistance électrique d'appoint? Euh, je suis pas Alors, sûr de comprendre la ouais, question. la règle, en fait, c'est donc Ah, on calcule les déperditions de la maison à la température extérieure de base. Donc, effectivement, pour la région parisienne, c'est -7 exactement. oui. Et, euh, et en fait, ensuite, on dimensionne la pompe à chaleur par rapport à ces déperditions à la température extérieure de base, avec effectivement une puissance qui va entre 80 et 100% des déperditions, avec éventuellement un complément sur la résistance électrique. Juste donc sur la partie résistance, dans notre étude là sur les 100 pompes à chaleur, on la plupart des enfin la résistance électrique a été très peu utilisée, hein. Les machines, elles sont capables de fonctionner en thermodynamique jusqu'à -15. Donc on a eu assez peu recours à la résistance électrique. Alors, Et c'est comme ça que c'est calculé. sur des maisons anciennes, je vais faire juste un complément. Le point de bivalence dont il parle à 2 degrés, je pense qu'il y a un installateur qui a dû m'en parler. Ce point de bivalence à partir duquel on est censé utiliser la résistance électrique, qui va dépendre de est-ce que votre installateur a bien rentré les valeurs, parce que c'est des constantes, donc on fait ce qu'on veut avec les chiffres. Et deuxièmement, comme disait Céline, c'est que la plupart du temps, la résistance est très peu utilisée. Néanmoins, c'est bien qu'elle soit un peu utilisée, parce qu'un compresseur, si jamais il est bien dimensionné pour 80% du temps, c'est top, mais ça veut dire que 20% du temps, il va avoir un appoint. Il est préférable d'avoir un compresseur bien dimensionné quand on est sur des températures on va dire entre 0 et 7 degrés qui sont quand même assez régulières ici, et qu'il n'hésite pas à utiliser un petit appoint pour une dizaine, une vingtaine d'heures par an. Donc ça dépend de là où vous vous trouvez. On retrouve les degrés jours unifiés de Météo France assez facilement aujourd'hui. Si c'est pour 10 heures par an d'utiliser une résistance électrique, on va peut-être parler d'une centaine d'euros par an, prix actuel de l'énergie, mais d'un compresseur qui va pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Parce que si vous prenez les données de l'ADEME, on annonce un compresseur qui va durer 15 ans en moyenne. Mais pour qu'il dure 15 ans, il faut qu'il soit bien installé. Donc, dans le pompe à chaleur Aéro, on va également parler de volume tampon, on va parler de pas mal de choses. Ce qui est intéressant surtout de voir avec votre installateur, c'est s'il dimensionne à -5 ou s'il dimensionne à 2, de voir ce qu'il a prévu et pourquoi. Si vous mettez plus de volume d'eau, votre pompe, elle va forcément fonctionner plus souvent au ralenti. Et donc, ce que disait Céline, utiliser très peu la résistance électrique. Si par contre, ils ont pris votre pompe à chaleur, ils ont branché les tubes, départ-retour sur le réseau de chauffage, risque de solliciter un peu plus la résistance pour se remettre bien. Et le seul petit bémol, nous, qu'on a observé, c'est qu'aujourd'hui, la résistance, il ne faut pas en avoir peur. Ça permet souvent de se positionner sur les bonnes courbes de fonctionnement, et de chauffer un tout petit peu le compresseur, d'éviter les pics de consommation pour vraiment avoir une consommation optimale le reste du temps. Un peu comme un camion. Un camion, ce qui est complètement logique, c'est pour se lancer, il va falloir qu'il y ait plein de balles au début pour être lancé après sur sa vitesse de croisière et consommer moins. C'est un peu l'idée. Très bien. Euh, Alors, certains installateurs nous affirment qu'il n'est pas nécessaire de faire une isolation par l'extérieur car nous ne ressentons pas le froid. Est-ce que je peux faire confiance? Alors, je ne vais pas vous redonner une réponse définitive là-dessus, mais je vous conseillerais quand même de prendre un rendez-vous avec un espace France Rénov, que ce soit le nôtre. Je ne l'ai pas précisé, mais il y en a dans toute la France, hein, des espaces France Rénov,
pour quand même bien vérifier que le cadre est bien respecté et que si vous n'avez pas d'isolation extérieure, le dimensionnement est bien fait et voir si ça vaut quand même pas le coup de faire une isolation extérieure avant. Il y a quand même des questions de confort hein, sur l'isolation extérieure, notamment la sensation des murs froids. Quand c'est pas résolu, c'est quand même un peu embêtant. Donc voilà, je vais pas vous donner une réponse définitive, mais je vous conseille quand même de prendre un avis externe du service public là-dessus. Une déclaration préalable est-elle obligatoire? Donc c'est les déclarations au niveau de l'urbanisme, au niveau de la mairie. Bah, comme on l'a dit, ça dépend du PLU. Ça va dépendre d'où est positionné votre pompe à chaleur. C'est pas tout le temps obligatoire, mais c'est quand même toujours intéressant de se renseigner auprès de votre mairie, auprès de l'urbanisme, si c'est nécessaire, et de bien avoir en tête les règles sur cela. Encore une fois, là-dessus, si vous avez des doutes, si vous avez du mal à lire les PLU, parce que c'est parfois un peu complexe, et parfois un peu du charabia, il ne faut pas hésiter à appeler directement les services d'urbanisme, ou nous appeler directement, on vous fera le lien avec les services d'urbanisme. Euh, des questions sur les contrats d'entretien, sur les maintenances. Le coût et est-ce que c'est obligatoire? Ça, c'est peut-être plus une question pour toi, Christophe. Question piège. Alors, Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, donc on parle bien d'une pompe à chaleur Hero. Oui. Aujourd'hui, une pompe à chaleur Hero, en fonction de la marque, on n'a pas les mêmes choses à faire. Si on parle bien d'une pompe à chaleur Hero classique, je vais prendre l'exemple d'une Declim. Aujourd'hui, vous allez trouver des contrats qui vont pouvoir varier de 150 à 300 euros. Euh, Moi, ce que j'observe en moyenne, c'est qu'il faut voir déjà ce que fait votre installateur dans le contrat, parce que quand je vois des contrats à 300 euros, il faudra m'expliquer ce qu'on fait à l'intérieur avec des gammes plus, etc. Euh, Aujourd'hui, si on vérifie les connectiques électriques, qu'on vérifie le bon fonctionnement, qu'on nettoie les changeurs, qu'on nettoie les filtres à tamis, poids bout, et qu'en intérieur, on vérifie qu'il n'y ait pas de soucis particuliers, on est sur un contrat qui est obligatoire, oui, parce que le fabricant va vous demander pour son maintien de garantie de le faire, et oui, parce que votre assurance va vous demander un entretien périodique, et oui, parce que vous avez un fluide frigorigène, et vous êtes de l'ordre de, voilà, entre 150 et 300 euros. Nous, on est de l'ordre de 200, 210 euros, je crois, de mémoire, en fonction des modèles. Mais voilà, ça va, une chaudière, je crois que c'est pour des vieux chauffagistes à l'ancienne, 80 euros. Les nouvelles sociétés, c'est 150. Vous rajoutez le ramonage, vous allez retomber dans des choses. Je dirais qu'il y a 50 euros d'écart à entretenir une pompe à chaleur à l'année, si c'est la question. et est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est Alors, oui, obligatoire tous les 2 ans. Oui. ça, c'est le cadre. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est le cadre institutionnel en fonction de la quantité de gaz. Mais le fabricant va vous demander un contrôle annuel. Et donc, si vous ne faites pas ce contrôle annuel, la garantie, elle saute. On a une garantie obligatoire de 5 ans compresseur, 3 ans pièce, qui peut monter à 5 ans ou à 10 ans selon les marques. Ça saute à partir du moment où vous ne faites pas l'entretien annuel. Voilà. Donc, elle est obligatoire, mais il y a des questions d'assurance toujours. Il y a une question sur les aides, je m'y colle encore. Est-ce qu'il y a d'autres aides que MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie? Je pense à des primes départementales ou locales. Alors, je vais répondre que sur le 91 parce qu'on est sur le secteur du 91. Hélas, il n'y a plus d'aide du département. Par contre, si vous êtes sur la communauté de communes de Paris-Saclay, il peut y avoir une aide, mais pour la rénovation globale. Donc, je ne l'ai pas expliqué ici ce qu'est la rénovation globale et comment on rentre dans ce cadre parce que sinon le webinaire aurait fait 3 heures. Mais je vous invite à regarder un autre webinaire qu'on a fait avec mon collègue Gauthier il y a 2-3 semaines maintenant, qui explique comment on rentre dans la rénovation globale. Et si vous rentrez dans cette rénovation globale sur Paris-Saclay, vous pouvez avoir une aide en plus. Et les pompes à chaleur, en général, aident pour rentrer dans la rénovation globale. Et puis on va prendre une dernière question et puis après on va vous laisser. Sur combien de temps on considère qu'on rentre dans ces frais par rapport aux économies d'énergie faites pour une maison, une installation moyenne? Alors ça, je pense que c'est une question un peu compliquée. Ouais, Euh, alors moi, enfin, dans l'étude, on a fait un certain nombre voilà, de simulations justement sur ces questions. Donc, on a fait les calculs sans aide, parce que comme vous avez vu, hein, le hmm. tableau, il peut aller de 0 à beaucoup. Donc, sans aide et en prenant des coûts moyens d'installation, de maintenance, etc. euh, avec donc ce fameux scope moyen de 3, on est arrivé à environ 8 ans. 8 ans, au bout de 8 ans, on a rentabilisé
Avec rentabiliser son investissement avec par l'augmentation de rapport l'énergie, à... Pardon? avec l'augmentation de l'énergie, quoi. Non, 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 sans hypothèse d'augmentation d'énergie. Donc voilà, des calculs un peu basiques Et en comparaison avec un système de base remplacé ou en comparaison en avec... comparaison avec l'investissement dans une nouvelle chaudière gaz. d'accord, parce que là, la question que j'entends souvent, et c'est très intéressant ce que tu dis, Céline, sur ce que l'ADEME a calculé, c'est qu'une rentabilité, quand vous allez recevoir, et faites attention au démarchage, une rentabilité, on peut la calculer sur plein d'hypothèses. Et en Oui, gros, souvent, ce que font les vendeurs de porte-à-porte, c'est qu'ils vont spéculer sur le prix de l'énergie. Alors, oui, ça augmente. Oui, ça a augmenté beaucoup, mais est-ce que quelqu'un sait ce qui se passera demain? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va augmenter. Par contre, si sur leur base de calcul, ils vous comparent avec le remplacement d'une chaudière, demandez-leur combien ils prennent pour le coût de remplacement d'une chaudière. Parce que même si une chaudière est passée à 20%, si sur l'étude de rentabilité commence avec une chaudière à 12 000 euros, forcément que si vous mettez une pompe à chaleur à 20 000 euros derrière, en 4 ans, elle amortit. Oui, ok, d'accord. Vous comparez un chat avec un chat. Donc attention à cette notion de en combien de temps je rentre dans mes frais. Ça, je vous invite à retourner voir Sylvain parce que souvent, il y a des loups là-dessus. Tout à fait. Puis bah, c'est vrai qu'on l'a quand même mentionné, mais les raisons d'installation de pompe à chaleur, alors, elles sont évidemment financières, mais il y a plein d'autres raisons qui sont intéressantes. Vous pouvez constater aujourd'hui, il y a des raisons géopolitiques, l'indépendance nationale sur les sources d'énergie, puis il y a aussi des questions écologiques qui permettent d'économiser les gaz à effet de serre. Donc, le temps sur un retour sur investissement est à prendre en compte avec des pincettes parce que toujours en fonction des critères, mais c'est pas le seul critère qu'on vous amènera à prendre en compte. Je vais conclure là-dessus. Bah, je remercie encore une fois les intervenants, donc Céline, Christophe, sur votre intervention, de vous être libérés en soirée là-dessus. Je remercie tout le monde d'avoir assisté et puis bah, pour les questions qui étaient intéressantes. Je vois que Céline a mis l'étude dont elle a parlé dans le chat. Donc n'hésitez pas à Si. aller la lire. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à revenir vers nous là-dessus. Et voilà, je vous ai mis notre numéro de téléphone. Donc faut pas hésiter à nous appeler. Puis vous avez aussi le site de la Equest Essonne où vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. C'est assez simple. Là, dès la fin du webinaire, vous pouvez faire deux trois clics et vous avez vous avez un rendez-vous. Alors on a des délais qui sont à la fin du mois là aujourd'hui. Mais ça ne vous empêche pas de prendre un rendez-vous pour construire à peu près le projet et puis voir comment vous pouvez aller, pourquoi pas sur un système de pompe à chaleur, mais pourquoi pas aussi sur de l'isolation, l'installation de panneaux photovoltaïques ou ce genre de choses. Voilà, bah, merci à tous. merci, bonne soirée. Merci, bonne Au soirée. revoir. La- Tac.